Bonjour, nous sommes ici avec Dr. Nicolas Chady, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie à Montréal et auteur du nouveau document de principe de la Société canadienne de pédiatrie au sujet du vapotage. Bonjour, Dr. Chady. Bonjour. Donc, le vapotage, c'est souvent présenté comme une alternative moins nocive au tabagisme. Comment la réalité se compare-t-elle à cette perception? Je pense qu'il faut faire très attention quand on compare cigarettes et vapotage. Il faut savoir que la grande majorité des jeunes qui vapotent ne sont pas des jeunes qui auraient consommé des produits de tabac là, ou qui sont des fumeurs. Donc, les risques pour les cigarettes traditionnelles, on commence à bien les connaître, les risques à long terme, cancer, etc. Chez les jeunes qui vapotent, bien, on est en train de comprendre qu'il y a des risques à court terme et probablement à long terme. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus lorsqu'on parle de vapotage chez les jeunes. C'est beaucoup plus sécuritaire et plus simple pour la santé de ne pas vapoter du tout. Il faut vraiment être clair de dire que chez les adolescents, les préadolescents, les enfants, c'est pas un moyen de cessation tabagique efficace, la vapoteuse. Donc, le vapotage en tant que tendance, c'est encore un phénomène relativement nouveau. Est-ce qu'il existe des outils de dépistage, de prévention fondés sur des données probantes qui conviennent dans un contexte pédiatrique? En fait, il n'y a pas vraiment d'outils validés qui se concentrent spécifiquement sur le vapotage. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il peut être très efficace et en fait, c'est la suggestion qu'on fait dans l'énoncé de principe de poser des questions pour l'ensemble des substances les plus communes utilisées chez les ados. Donc, on va questionner par rapport à l'alcool, le cannabis, le vapotage, le tabac ensemble. Puis, il y a des outils comme le CRAFT ou le S2BI qui sont des outils anglophones qui peuvent être traduits en français, évidemment, pour demander dans la dernière année combien de fois les ados ont-ils utilisé ces substances-là. Et avec les réponses qu'on va recevoir, ça peut nous orienter vers une conversation plutôt motivationnelle pour aller essayer de chercher les objectifs à atteindre que les jeunes pourront mettre à l'avant eux-mêmes, puis ensuite nous enligner vers différentes options pour le traitement si c'est nécessaire. Donc, à quel âge les dispensateurs de soins primaires devraient-ils avoir ces conversations-là avec leurs patients? On sait avec les données provinciales et fédérales qu'autour de l'âge de 12 ans, il commence à y avoir une grande exposition aux produits de vapotage. Donc, c'est notre suggestion de demander à tous les préados et ados de 12 ans et plus s'ils ont déjà vapoté, s'ils sont exposés. Et on peut même le considérer chez les jeunes un petit peu avant ça, s'il y a des facteurs de risque, par exemple des membres de la famille qui vapotent ou des amis ou une curiosité, par exemple. Et puis, en termes généraux, qu'est-ce que les professionnels de la santé retiendront du nouveau document de principe de la SCP? Il y a beaucoup d'informations dans cet énoncé-là. On commence avec un petit tour d'horizon sur l'historique du vapotage, comment ça fonctionne, les vapoteuses et les tendances épidémiologiques chez les jeunes, pourquoi ils utilisent, combien sont-ils à utiliser les produits de vapotage. Ensuite, on met un petit peu l'accent sur les risques à court terme, les blessures, les problèmes pulmonaires, les risques par rapport à la santé mentale, à la dépendance, par exemple à la nicotine et au cannabis, qui peuvent tous les deux être vapotés. Ensuite de ça, il y a une section importante sur le dépistage, mais aussi comment avoir une conversation avec un jeune sur les produits de vapotage, incluant des mots de vocabulaire à utiliser là, pour avoir une belle discussion. On parle ensuite des interventions qui sont démontrées plus efficaces, comme les interventions au niveau comportemental, motivationnel, et dans certains cas, l'utilisation de produits pharmacologiques, comme la thérapie de remplacement à la nicotine, et on donne des indications pour savoir comment l'utiliser. On conclut avec des recommandations pour les professionnels de la santé, pour les membres de la communauté et pour les gouvernements et les instances de santé publique.